C'était dans le journal en 1909. Elles étaient 3 sœurs, Julia Marguerite, née en 1879, Adrienne Marthe, dite Marthe, née en 1881, Olga Andrea, née en 1896, et un frère, Gaston, né en 1884. Adrien Joseph, le père, fait vivre sa famille au hameau de la Gare. Il a été domestique à Balancourt, puis journalier agricole à Metz, et finalement cheminot, poseur à la compagnie de chemin de fer PLM, où il entre en 1876 au salaire de 3 francs par jour. La mère, Rosalie Marguerite, née Huguet, mariée en 1875, se fait embaucher au PLM comme garde-barrière en 1881 pour la rétribution de 20 francs par mois. La famille Plisson est établie à Metz depuis toujours. Les registres paroissiaux en attestent la preuve au moins depuis 5 siècles. Mais les temps ont changé. On est à la belle époque. L'exposition universelle de 1900 est venue apporter un souffle nouveau sur le regard de l'existence. L'influence des journaux et revues, le phonographe, la photo et le cinéma même sont venus colporter le rêve de l'indolence facile jusqu'au fond de la ruralité laborieuse. Le monde s'accélère grâce aux perspectives de l'automobile, des dirigeables et des avions. Les filles rêvent à porter de belles robes, de fréquenter la société des élégantes, de prendre le métro. Elles rêvent de Paris, la capitale attractive de la mutation du monde. Metz est si proche de Paris. Il suffit juste d'acheter un ticket de train
pour un aller sans retour et quitter enfin la dure réalité de la bourgade campagnarde, ancienne, fermée et sédentaire. Marthe a appris la couture. Elle termine l'année de ses 20 ans et veut être modiste. Et il n'y a qu'à Paris que cela est possible, comme elle le désire et l'imagine. À contre-cœur, ses parents acquiescent la décision de leur fille, devenue majeure. Les femmes sont en train de conquérir les prémices de leur émancipation. Elles commencent à s'affirmer, à oser des métiers d'hommes, à prendre le volant d'une automobile, piloter un avion, rayonner sans être l'ombre d'un époux. Et au fond, la famille Plisson est fière de pouvoir raconter que leur fille est partie réussir, seule à Paris. Et pourquoi pas faire accéder toute la famille au prestige qu'elle pourra attendre d'un beau mariage dans la société en vue. Mais comme dans la morale des contes pour enfants, la réalité du monde des adultes se heurte toujours aux rêves supposés. Plus qu'ailleurs à Paris, l'argent est nécessaire et difficile à gagner. Quand on est une jeune femme seule, on rencontre plus facilement des propositions de messieurs intentionnés que des portes qui s'ouvrent pour accueillir les espérances d'une campagnarde qui n'a pas les recommandations indispensables pour accéder au statut et au code d'entre-soi de la bourgeoisie établie. Sans doute par nécessité, Marthe fait l'apprentissage, puis le quotidien de la location de ses charmes et de son corps. Il va s'écouler 5 années où nous ne saurons pas vraiment où Marthe a vécu. Nous savons juste qu'il est devenu familièrement appelé pâquerette pour les tenanciers des hôtels, les militaires en goguette et les maisons closes, dont elle sera pensionnaire à Paris, mais aussi dans les villes de province, les villes de garnison et jusqu'à Nice. En témoigne une collection de 600 cartes postales, avec les mots doux conservés de ses galants, civils et militaires, qu'elle range précieusement dans son armoire. Pour sa famille et ceux qu'elle tente de conquérir pour espérer vivre avec un lendemain, Marthe continue à entretenir et raconter son rêve de modiste. Elle est toujours très élégamment habillée, de blanc, parée de bijoux, coiffée impeccable, s'offrant pour l'éclat de son intérieur un coûteux mobilier de piche-pain du dernier chic. En 1907, elle s'établit locataire, rue Jean Beausire, au numéro 11, un petit appartement coquet parisien, proche de la Bastille et de ses hôtels. Peu de temps après, elle rencontre celui qu'elle attendait. C'est un jeune homme raffiné, grand, élégant, les cheveux soigneusement peignés, portant parfois le monocle. Charmeur, son maintien éduqué, son phrasé et ses tenues bourgeoises sont le signe d'appartenance à la classe aisée et oisive. Il contraste avec les goûts ailleurs, style Apache, les voyous à la mode qui s'étalent dans les cabarets et les établissements que fréquente plus assurément Marthe, alias Pâquerette, que les endroits sélects où elle n'a pas d'accès. Henri, bien qu'un peu sourd et myope, est un beau parti. Il est le fils d'un général en retraite. Son nom à particules ne trompe pas. Henri Paris de la Villeneuve. Il aborde sur le liseré de sa veste le ruban bleu des palmes d'officier d'académie. Il est officier de réserve et prix de Rome. Henri est enfin celui qu'elle espérait. Très rapidement, ils vont prendre le train ensemble pour Metz aller présenter leur amour aux parents, aux sœurs et aux frères de Marthe. Le brillant jeune homme est reçu par la famille Plisson avec tous les égards dus à son rang. La relation est si sérieuse que Marthe initie peu après les démarches administratives pour envisager une union officielle. Non pas à Metz, comme la tradition le voudrait, mais à Paris, car on ne dérange pas un général en habit à venir se perdre et se salir à la campagne. 18 mois d'amour vont s'écouler. Henri raconte qu'il occupe son oisiveté dans son atelier de peintre à la Madeleine, tandis que Marthe raconte les obligations de son métier de modiste, quand elle va rencontrer les indispensables clients charnels qui lui permettent de payer son loyer et de renouveler les coûteuses robes blanches qui font illusion. Henri lui-même se montre pour Marthe un généreux galant, car c'est ce qui se fait dans le beau monde.
Marthe, qui a présenté ses parents, brûle de rencontrer ceux de son aîné. Et c'est ainsi que dans l'impossible rencontre, l'inévitable vérité se fait jour. Henri, né en 1884 à Charenton-le-Pont, s'appelle tout simplement Henri Paris. Il n'est pas fils de général ni officier. Il a même été réformé par l'armée, car trop malingre. Il travaille de temps en temps et rarement pour aider son père, ancien fumiste, qui s'est reconverti tapissier rue d'Aligre. Mais feignant d'entre les feignants, Henri vit surtout d'expédients dans un univers d'apparence, fait de mensonges continuels pour grappiller l'argent dont il n'a que des dettes. De son côté, le prétendant de Marthe, la modiste, découvre la réalité de son commerce de la vertu. Et les disputes éclatent. Il est impossible pour Henri de quitter Marthe sans qu'elle lui rembourse l'argent qu'il lui a donné. Le caractère jaloux exacerbé de Henri ne peut pas supporter le métier de celle qui voudrait qu'elle reste sa fiancée. Le jeune homme, autrefois doux, devient violent jusqu'à commencer de la frapper, de l'étrangler et de finir par lui dire et lui écrire des menaces de mort que tous les voisins entendent. Il attend des heures en bas de l'immeuble de la rue Jean-Beausire, les retours de Marthe, et Marthe a peur. Elle confie à ses parents, à sa mère et ses sœurs que son promis n'est plus celui dont elle se vouait d'aimer les belles intentions. Plus ouvertement à son ami intime, sa voisine allemande, Berthe Klein, est fort probablement galante professionnelle comme elle. Marthe dévoile ses lourdes angoisses des violences répétées d'Henri. Elle lui signifie son intention de quitter au plus vite Paris. Nous sommes au dernier jour d'octobre 1908. Le 1er novembre, M. Grimbert, le gardien à l'immeuble de Marthe, verra une dernière fois Henri descendre l'escalier du 11 de la rue Jean-Beausire. Et puis, le calme reviendra. Comme l'avait dit Marthe, également au couple des gardiens de son immeuble, elle s'est éloignée de Paris. Les escapades en province lui sont fréquentes. Cependant, et par 2 fois, elle ne paye pas son loyer à l'échéance du 8, ce qui est inhabituel. En ces débuts de janvier 1909, le gardien croise Henri par hasard sous l'esplanade au pied de la colonne de Juillet. Le jeune homme lui confie que tout est fini depuis longtemps avec Marthe. C'est derrière lui. Il est redevenu le jeune homme posé, avenant et courtois qu'il était. Le gardien, dévoilant son désarroi pour le loyer non perçu, Henri lui communique de lui-même l'adresse des parents de son ex-fiancée à Metz, afin qu'il puisse obtenir un contact et une explication avec Marthe. Tout naturellement, le gardien écrit à la famille Plisson, qui est également sans nouvelles de leur fille depuis 2 mois. Nous sommes le 13 janvier aux environs de midi. Le gardien et Rosalie Marguerite, la mère de Marthe, ouvrent la porte de l'appartement clos de la rue Jean-Beausire où tout y est bien rangé. Le salon est impeccable. La cuisine aussi. Dans la chambre, tout est normal, à l'exception des tiroirs de la table de nuit qui sont ouverts. Également, la porte de l'armoire est restée ouverte, laissant entrevoir qu'on y aurait fouillé. Surtout, une odeur épouvantable provient du lit, dont la couverture et les draps ne sont pas étendus avec le soin ordonné, coutumier de Marthe. En soulevant les dredons ouatés, la mère pousse un cri d'horreur. Elle vient de découvrir le corps décomposé et aplati de sa fille, vêtue d'un déshabillé de dentelle et chaussée de belles mules blanches. Sa tête méconnaissable est mutilée de coups et ses ongles incroyablement longs jusqu'à se retourner. Dans la suite de l'alerte du gardien et de la mère, Borde, le commissaire du quartier de l'Arsenal, rue Jules Cousin, fait intervenir les plus hautes autorités policières de l'époque. Octave Amar, le chef de la sûreté depuis 1902, ainsi que Joseph Lédet, juge d'instruction. À leur tour, ils sollicitent le docteur Charles-Albert Vibert, médecin légiste émérite, ainsi que le célèbre Alphonse Bertillon, pionnier de l'identification judiciaire et directeur du service anthropométrique. Le corps momifié de Marthe est transporté à la morgue. L'expertise confirmera que Marthe n'a pas été tuée dans son lit, mais certainement debout et à coups de marteau de tapissier acharné sur le visage. Il est même prouvé qu'elle a subi des strangulations 3 ou 4 semaines avant sa mort définie autour du 1er novembre, la Toussaint de 1908.
Le 14 janvier au matin, la police vient frapper à la porte des parents d'Henri Paris, au 18 rue d'Aligre. Lédé et Amar y sont rejoints par Antoine Jouin, l'inspecteur de la brigade criminelle, dont le personnage deviendra en 2020 un héros de série de télé. Borde et le sous-brigadier de la sûreté Eric Alchas complètent les enquêteurs. Après une fouille en règle de l'appartement, ils emportent Henri Paris pour l'interroger. Quand on le questionne sur sa relation de fiancé dont il est su qu'il était devenu violent envers Marthe, il avoue juste avoir dérobé sa collection de cartes postales qu'on a trouvées en perquisitionnant chez lui. Henri Paris répond qu'après avoir découvert la vérité sur la vie de sa fiancée, leur relation ne pouvait être pour lui qu'une dérision à laquelle ils avaient mis une fin concertée début novembre. Concernant les soupçons d'un meurtrier, Henri Paris pousse la police à enquêter sur les fréquentations de Marthe. À Nice, l'un de ses galants s'était donné la mort pour elle. Ses amis avaient dit haut et fort qu'il le vengerait. Et lui-même, dit-il, avait été menacé en tant qu'ami protecteur de Marthe. Lors du procès, en octobre 1909, on mit en avant le caractère jaloux de contrôle d'Henri Paris, son identitaire mensonge et de fabulateur, et aussi sa réalité très probable de voleur. Julia, la grande sœur de Marthe, témoignera des soupçons confiés par Marthe, que ce soit lui qui avait dérobé sa montre. Pour preuve, aussitôt la disparition de la montre, Marthe avait jugé prudent de confier à sa sœur tout le pactole de ses économies, 1500 francs et une obligation de la ville de Paris. Léon Prieur, brillant avocat commis d'office, fera remarquer que, contrairement à beaucoup d'autres procès, les jurés avaient en face d'eux quelqu'un de bien de sa personne, loin de l'apparence des voyous, et il n'avait jamais été condamné. Henri Paris était quelqu'un qui, dans les faits, n'avait aucune preuve retenue contre lui. Quelqu'un qui clamait haut et fort son innocence sincère. Et le doute s'installe. On ne peut pas condamner sans preuve ni aveu. Les jurés sont mis devant le fait que ce sont eux qui seront, et sans doute possible, des criminels en envoyant un trop hypothétique coupable à l'échafaud. À l'issue de son procès défendu avec brio, les jurés, pris sous le charme de l'accusé, ont tranché. Henri Paris ne retourne pas à la prison de la Santé. Il est acquitté. Il ressort libre. Début février, le corps de Marthe a été enterré à Metz. Elle avait 27 ans. Pendant des mois, la presse dans son ensemble, et même le New York Herald, aura relaté ligne par ligne et détail par détail que Marthe n'avait jamais été ou pu être la modiste parisienne qui faisait la fierté de sa famille. On imagine l'opprobre dans le commérage d'un village, les chuchotements de la bien-pensance, le mur des hypocrisies dont précisément Marthe avait voulu s'arracher au jour libérateur de ses 21 ans. Loin de Metz, le silence et l'oubli de Marthe Clisson allaient retomber. D'autres actualités tristes et horribles venaient remplacer le besoin infini de sensations fortes des lecteurs de journaux. C'est dans cette atmosphère routinière et passive que le 20 mai 1910, seulement 7 mois après son acquittement, que le nom de Henri Paris ressurgit à la une des journaux. La veille, le 19 mai vers 16h, il avait voulu tuer sa mère qui ne pouvait plus lui donner d'argent. Il avait menacé avec un revolver pour qu'elle lui donne la montre de son père pour la revendre et recouvrir une infime partie de ses dettes. On apprenait que depuis la sortie de son jugement, Henri continuait à jouer le faux dandy, continuait à mentir aux jeunes femmes en se faisant passer pour riche, en volant de l'argent à ses parents. Il ne travaillait jamais ou peu. Il passait ses journées dans les cafés à fréquenter de plus en plus d'infréquentables. Cette fois et par 2 fois, il tire sur sa mère qui parvient miraculeusement à s'échapper au coup de feu et à s'enfuir. Elle n'a pas d'autre alternative que de dénoncer son fils à la police. Un brigadier et 5 hommes arrivent aussitôt pour encercler l'appartement familial où Henri s'est barricadé et continue de tirer comme un fou pour chaque mouvement qu'il entend. Au moment où la porte commençait à céder, il y a eu une dernière détonation. Dans la salle à manger, Henri Paris gît, dans une mare de sang, après s'être tiré une balle dans la tête. Mais la folie ne s'est pas arrêtée là. Sur la table, il y a une lettre que sa mère lit.
Au moment de me supprimer, je regrette d'être le seul à mourir. Auprès de mon cadavre devrait reposer celui de mademoiselle Georgette Pleton, qui m'a fait beaucoup souffrir et que je maudis. C'est à cause d'elle que j'ai volé ma pauvre mère et que je me tue. Je jure avant de mourir que je suis innocent du crime de la rue Jean Beausire. Emporté à l'hôpital Saint-Antoine, dans un état sans espoir, le mauvais fils y décède après une longue agonie, le 28 mai, à 12h30. Henri Paris est inhumé le lendemain au cimetière parisien d'Ivry. Georgette Victoire Pleton, jeune fille de 19 ans employée au Hall, est naturellement interrogée par la police. Selon sa déposition, leur rencontre s'était faite 3 mois plus tôt. Il s'était au premier jour menacé de se tuer si elle refusait de le revoir. Il avait raconté que son père était un brillant polytechnicien et que sa mère jouissait d'une fortune considérable. Il me promit des bijoux que je n'ai jamais eus. Rapidement, j'ai su qu'il était vraiment par des relations de la rue d'Alile. À ce moment, je lui ai signifié de ne plus nous revoir. Quant au crime de la rue Jean Beausire, il m'a raconté que c'était son frère qui était aussi l'amant de Marthe Plisson qui l'avait commis. Henri s'était rendu chez Marthe juste pour maquiller le crime en vol afin que son frère ne soit pas accusé. Étant de mon côté devenu fiancé à un brave garçon, je ne pouvais plus laisser Henri Paris continuer de m'importuner de la sorte. C'est pourquoi je lui ai plusieurs fois demandé de s'éloigner et de ne plus rôder autour de ma demeure. S'il a écrit qu'il me maudissait en mourant, eh bien, tant pis. On ne pourra pas refermer les pages de cette histoire sans une pensée pour la famille de Marthe. Son père, mis à la retraite en 1906, est décédé en 1916 à Metz. Sa mère, qui aura droit à 355 francs de pension reversion, décédera après 1922 dans une date et un lieu non retranscrits sur son acte de naissance. Sa sœur Julia, devenue Madame Chadès, s'installera à Paris puis à Villeneuve-Saint-Georges et reviendra discrètement à Metz en 1962, enterrée proche de Marthe. L'autre sœur, Olga, devenue Madame Guilherme, partira vivre à Provins et décédera en 1980 à Fontainebleau. Le fils, Adrien Gaston, s'installera avec son épouse à Paris 13e arrondissement, puis à Alfortville. Il décédera en 1961 à l'hôpital de la Salpêtrière. Certains de ceux qui verront ce film les auront inévitablement croisés, connus ou connus leur descendance, sans entrevoir le secret du souvenir de Marthe Plisson. Ne juge pas, mais observe les rapports. La vie est brute pour un rêve de jeune fille, accrochée aux espérances des siens et aux désirs marchandés pour que vive un semblant de tendresse. Peut-être ressentirez-vous Marthe éternellement jeune, fredonner les mélodies qu'elle aimait, en retrouvant la tombe oubliée où elle repose, anonyme, au cimetière de Metz depuis 1909, rejetée dans son âme par un jour de froid, de solitude et de silence.